Ok, bah j'essaye ça. Bonjour à tous. Merci d'être restés ou d'être venus. Donc moi, je suis Magali Lavielle-Guida. Je suis effectivement docteur en psychologie. Je suis aussi orthophoniste. Je suis aussi psychologue. J'exerce dans la jolie ville de Saint-Malo une activité clinique en libéral. Et puis, je suis chargée d'enseignement au sein de Médecine Sorbonne Université. Et j'ai un travail de recherche en partenariat avec le Centre Ressources Autisme Île-de-France. Et aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer la question de l'importance de tenir compte des croyances du patient lorsqu'on veut avoir une pratique clinique fondée sur les données probantes. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'il en est des données probantes, en tout cas de ce qu'il en est de l'EBP, c'est-à-dire Evidence-Based Practice, donc je vais souvent dire EBP, et ça concerne l'ensemble des pratiques cliniques. Au départ, ça nous vient de l'EBM, c'est-à-dire Evidence-Based Medicine, et l'idée était effectivement d'évaluer notamment les traitements médicamenteux de manière très rigoureuse. Et Sackett, dès 1995, a proposé de s'inspirer de cette méthodologie d'analyse pour pouvoir avoir une pratique clinique en dehors de ce qui est très médicamenteux, fondée et avec une recherche d'efficacité la plus probante. Et alors souvent, quand on parle d'evidence-based practice, je vais y venir tout après, on a cette idée que puisqu'on se fonde sur les données de la recherche scientifique, on va formater notre approche, on va avoir des protocoles totalement formatés puisqu'on se base sur les données scientifiques avec des chiffres. Or, vous voyez qu'il y a 4 piliers. Il y a 3 cercles, mais il y a un autre grand cercle, c'est un ovale, qui entoure le reste. Donc on a au départ, bien sûr, l'état du patient, sa demande et ses croyances et ses valeurs. C'est aussi pour ça qu'il vient nous voir. On a bien sûr l'expérience et la compétence du thérapeute, du clinicien, comment il est formé, est-ce qu'il actualise bien ses connaissances. Et puis, bien évidemment, les données de la recherche qui font que on va essayer d'ajuster au mieux le protocole et le projet de remédiation ou de prise en soin en fonction de ce que les recherches scientifiques internationales nous indiquent comme étant les plus efficaces possibles. Mais vous voyez que tout est relié et que si on ne tient pas compte des valeurs du patient et de ses préférences, on ne va pas pouvoir être efficace parce qu'on ne va pas réussir à pouvoir établir une alliance et une co-construction correcte. Donc c'est vraiment très important. Et c'est en ça que, si vous voulez, je vais revenir après sur la mythologie de Procuste est souvent opposée puisque l'idée c'était que dans la mythologie grecque, ce brigand attachait, c'était un voleur et il attachait les voyageurs sur un lit en fait qui avait un seul format et ceux qui étaient trop grands avaient les membres coupés et ceux qui étaient trop petits étaient étirés. Donc dans la mythologie, il finit par subir le même sort. Et donc régulièrement, on a beaucoup de cliniciens très attachés à ce qu'ils appellent la singularité du sujet, qui vont dire, mais en fait, c'est faire le lit de Procuste, c'est-à-dire on veut absolument formater la proposition thérapeutique sur les données scientifiques et on ne va plus tenir compte du patient et du coup, on ne va pas être au plus près de la singularité. Et moi, ma proposition est de dire, effectivement, ça peut se produire, mais pas si on tient vraiment bien compte du patient et surtout pas si on est vraiment bien formé, parce que quand on est vraiment bien formé, notamment aux thérapies cognitives et comportementales, mais même d'une façon générale, l'evidence-based practice, c'est actualiser ses connaissances et c'est s'adapter au patient. Donc c'est vraiment au plus près de l'individualisation. Et donc, une des premières choses, comme vous voyez, c'est questionner les valeurs et les préférences du patient. Et quand bien même, effectivement, ce patient, ma foi, a des croyances qui ne rentrent pas dans des éléments très rationnels, il va falloir composer. Il va falloir faire preuve, donc je vais y revenir, mais d'une démarche vraiment bienveillante, d'information, et puis composer avec ce qui est important pour le patient, parce que sinon, on n'avancera pas. Et ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir... Donc, nous, on a à avoir un regard critique sur la littérature, c'est ce que montrait tout à l'heure Jean-Marie, puis c'est ce qu'on a à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles scientifiques. C'est aussi à nous d'avoir suffisamment de connaissances pour analyser ce qu'il en est au niveau méthodologique de ce qui est proposé et de voir en quoi tout ça va être pertinent pour ce patient-là. Après, on a évidemment des protocoles de formation qui vont avoir l'intérêt de nous avoir proposé déjà pas mal de synthèses, mais il n'empêche que chaque patient étant unique, il va falloir s'ajuster et il n'y aura pas moyen d'être efficace autrement. Et puis, il va falloir appliquer cette même démarche pour une évaluation et puis aussi, bien sûr, pour mettre en œuvre le projet de soins qui va être co-construit. Et pour co-construire, il va falloir faire avec. Donc, vous voyez, je vous ai remis rapidement le graphique qui est dans la démarche d'une thérapie comportementale et cognitive efficace qui va avoir cette petite boucle-là
qui pour moi est essentiel, qui est que bien sûr on prend en compte la demande du patient et ses besoins. On va identifier ensemble ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et puis, vous voyez que la boucle, elle part sur une fois qu'on a avancé, on réévalue ce qu'il en est et on repart sur des nouveaux objectifs. Et puis, au bout d'un moment, on a fini et c'est fini. Néanmoins, à chaque fois, on travaille avec le patient. Et donc, c'est très important d'avoir cette forme de bienveillance. Donc on a une évaluation importante de la demande, on a une co-construction des objectifs, et puis on a une individualisation. Donc le lead ProCust, c'est pas possible. Le côté formaté parce qu'on est sur des données scientifiques, c'est pas possible, parce que l'evidence-based practice, c'est tenir compte du patient. Et je vais revenir sur ce point-là. Voilà, pardon. Le grand cercle qui est là, qui est que, le grand ovale, pardon, il y a le patient, il y a les données, il y a nos compétences, et puis il y a le contexte dans lequel on exerce, il y a les ressources cognitives, culturelles et financières du patient. Vous voyez qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte qui font qu'on ne va pas pouvoir plaquer les choses. On va être obligé de s'adapter et de s'ajuster, et c'est ce qui fait aussi la particularité de cette démarche, et le fait que la singularité du sujet, elle est tout à fait respectée dans cette démarche-là également. Néanmoins, pour pouvoir bien la respecter, il faut aussi permettre aux patients de s'autodéterminer. Donc je vous ai mis un tout petit extrait d'une infographie, parce que pour moi c'est un point très important, qui est l'idée que bien sûr on travaille avec, et l'idéal c'est quand le patient peut effectivement décider et être partie prenante de l'ensemble des objectifs, en étant bien informé. Et donc ça va être compliqué, parce que si on n'a pas un patient qui a des croyances, ou si plutôt c'est un patient qui est peu rationnel, il va falloir pouvoir trouver un terrain d'entente pour pouvoir faire en sorte qu'il ait suffisamment d'informations étayées, fiables, mais pas trop à l'encontre de ses croyances, pour qu'il puisse se saisir des objectifs. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on va aider le patient à s'approprier une démarche d'esprit critique et à s'approprier aussi des valeurs qui vont être un peu plus constructives pour lui. Donc, pour finir, on a une nécessité vraiment importante, et c'est sur ce point-là que je voulais insister, parce que ici, on est dans des journées sur les rencontres de l'esprit critique, et l'esprit critique, c'est très important, mais il ne faut pas oublier la nécessité de la bienveillance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a effectivement un regard critique, qu'on a suffisamment de connaissances pour pouvoir voir où sont les biais, qui font partir dans le cynisme. C'est vraiment important, je pense, si on veut aider, en tout cas dans une démarche de clinique fondée sur les données probantes, d'avoir une forme de bienveillance. Et un autre point qui me semble très important et qui va être développé demain par Séverine Forkavitch, j'espère que j'écorche pas son nom, c'est la notion d'humilité relationnelle. C'est-à-dire que quand bien même on a une expertise, on connaît les données, et quand bien même on sait, nous, où sont les biais cognitifs, il est hyper important d'avoir cette démarche d'humilité pour pouvoir co-construire et accompagner le patient efficacement, et qu'il puisse enfin s'autodéterminer dans sa démarche de soins. Voilà, je vous remercie.